Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, un sujet brûlant. L'escalade vraiment spectaculaire du conflit Israël-Iran. On est passé d'une guerre de l'ombre, disons, à une confrontation militaire directe. Et ça a été marqué par les frappes de juin 2025 sans précédent. Alors, nos sources aujourd'hui, elles couvrent la chronologie récente, bien sûr, les analyses stratégiques des deux côtés, et puis les répercussions mondiales potentielles. Notre mission, essayer de décrypter cette dynamique dangereuse et de comprendre ce que ça signifie vraiment, au-delà des gros titres. Ok, alors décortiquons ça. Tout s'est accéléré, on peut dire, depuis la frappe sur le consulat iranien à Damas, le 1er avril 2024. Absolument. Cette frappe a tué des hauts gradés iraniens, des généraux. Et elle a été suivie d'une riposte directe de l'Iran, le 14 avril. C'était inédit, ça. Ah oui, plus de 300 missiles et drones, c'était énorme. Énorme. Et puis, plus récemment, les 13, 14 et 15 juin 2025, là, c'est Israël qui a lancé l'opération Lion Ascendant. Des frappes très ciblées. Mais contre des sites nucléaires, militaires, même énergétiques iraniens. Et ça a déclenché une nouvelle salve iranienne en retour. Et c'est là justement que ça devient vraiment intéressant. Ce passage, assumé à des frappes ouvertes. Les sources insistent là-dessus. C'est un vrai changement par rapport aux actions clandestines d'avant. Oui, et ce qui est fascinant, c'est la convergence de plusieurs facteurs que les analyses mettent bien en lumière. D'abord, l'impasse sur l'accord nucléaire de 2015. Le fameux JCPOA. Exactement. Et l'avancement du programme iranien qui est central. L'Iran enrichit maintenant l'uranium à 60%. Et ça, les sources le soulignent. Ce seuil de 60%, c'est critique. Parce que techniquement, passer de 60 à 90%, la qualité militaire, c'est bien plus rapide que tout le chemin parcouru avant pour arriver à 60%. Tout à fait. C'est ce potentiel sprint final vers la bombe qui est perçu comme la menace existentielle par Israël. C'est ça. Et puis il faut ajouter bien sûr le contexte post-7 octobre 2023, la guerre à Gaza, tout ça a tendu la région à l'extrême. Mais la frappe sur le consulat, ça a vraiment été le catalyseur de la confrontation directe État contre État. On assiste à une normalisation dangereuse de ces frappes. Dangereuse, oui. Ça abaisse le seuil d'une escalade majeure. C'est une préoccupation qu'on retrouve dans plusieurs analyses qu'on a consultées. Et cette escalade, forcément, ça pose la question des buts recherchés, des objectifs stratégiques précis de chaque camp. Pour Israël, les sources semblent converger. L'objectif numéro 1, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Oui. Et aussi d'affaiblir ses capacités de projection régionale, notamment via ses alliés, le Hezbollah, le Hamas. L'opération Lion Ascendant, elle visait ça explicitement. Et du côté iranien, ce que montrent les documents, c'est une volonté de maintenir sa capacité de dissuasion, son influence régionale, via ce qu'ils appellent l'axe de la résistance. Cette alliance un peu informelle de pays et groupes hostiles à Israël et aux États-Unis. Voilà. Il s'agit aussi pour eux de montrer une capacité de riposte, même si certaines sources s'interrogent sur l'efficacité réelle de leurs forces conventionnelles face à Israël après les frappes de juin. Ça les pousse peut-être encore plus vers l'asymétrie d'ailleurs. Et on ne peut pas ignorer le coût humain immédiat de ces frappes. Les sources soulignent un lourd tribut. Des dizaines de morts, des centaines de blessés rapportés des deux côtés après les échanges de juin. Oui, un drame direct qui s'ajoute à la situation humanitaire qui reste, elle, toujours critique à Gaza. Et si on prend un peu de recul, les conséquences mondiales, elles sont déjà là, palpables. Ah oui, les marchés de l'énergie, par exemple, ont réagi très vivement. Le pétrole a bondi de 7% juste après les frappes de juin. Et la menace sur le détroit d'Ormuz. Exactement. Par là, il transite à peu près 20% du pétrole mondial. Donc, la moindre perturbation fait craindre une flambée des prix. Les analystes parlent de scénarios à $90, voire $150 le baril, si le détroit était fermé. Ce qui toucherait directement le commerce mondial, qui était déjà prévu en contraction de 0,2% pour 2025 par l'OMC, même avant cette crise. Donc, une perturbation majeure des routes maritimes, ça aggraverait encore les choses. Et les grandes puissances dans tout ça? Alors là, c'est un jeu d'équilibristes très complexe. Les États-Unis soutiennent Israël, mais on a vu qu'ils se sont publiquement distanciés des frappes de juin. Ils appellent à la retenue. D'ailleurs, plusieurs articles dans nos sources insistent sur des tensions en coulisses. Une certaine surprise à Washington face à l'ampleur de Lion Ascendant. C'est possible. Pendant ce temps, la Russie, elle, condamne les actions israéliennes, mais renforce son partenariat avec Téhéran. Elle y voit peut-être une opportunité géopolitique. Et la Chine?
La Chine, elle, prône la désescalade. Elle est très soucieuse de la stabilité pour ses approvisionnements énergétiques, évidemment. Et coincés au milieu, les pays du Golfe. Eux, ils redoutent par-dessus tout d'être entraînés dans un conflit régional qui déstabiliserait toute la péninsule. C'est leur hantise. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On est face à un changement potentiellement radical au Moyen-Orient. Cette normalisation de la confrontation directe avec le dossier nucléaire comme moteur principal, ça rend la situation extrêmement volatile. Oui, en résumé, le scénario qui domine dans les analyses, ça reste celui d'une escalade contrôlée. Chacun essaye de ne pas dépasser certaines lignes rouges, mais le risque d'une guerre régionale, par erreur de calcul ou par une initiative qui échappe au contrôle, il est bien réel. Et il est élevé. C'est ça qui est peut-être le plus préoccupant. C'est palpable dans les documents. Les enjeux économiques, humanitaires, géopolitiques sont immenses. Chaque action peut déclencher une réaction en chaîne totalement imprévisible. Et juste pour laisser une dernière piste de réflexion, au-delà des missiles, des drones, des frappes physiques, qu'en est-il de la cyberguerre ? Elle est omniprésente, mais beaucoup moins visible dans ce conflit. Ah oui, bonne question. Est-ce qu'elle pourrait devenir le véritable facteur imprévisible ? On peut penser au risque de spoofing, par exemple, manipuler les signaux GPS ou radars pour tromper les défenses adverses, ou des attaques sur les infrastructures critiques. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'étincelle incontrôlable ? Voilà, c'est une question ouverte.